Salut à tous et bienvenue sur votre nouvel épisode de The Trick Play. Ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu notre douce voix, en tout cas sur un support audio. Donc voilà, nous sommes de retour. Aujourd'hui, je me retrouve avec l'ami Batou et notre Gus national. On va vous parler un petit peu des infos qui sont passées en off-season. On sait que les Spring Practice et les Practice Games se sont terminés assez récemment. Donc voilà, on va essayer de synthétiser ces derniers mois en l'espace d'un épisode assez rapide. Déjà, la première grosse info, c'est que, il y a certains États qui vont faire passer dans les prochaines années ou dès cette année au mois de juillet notamment, qui vont faire passer des lois pour les rémunérations étudiantes, le name, image et likeness, comme on dit. J'ai Batou aujourd'hui qui va nous parler un petit peu de ça, voilà, qui va nous synthétiser parce que c'est vrai que c'est assez détaillé et que c'est pas mal de lois, c'est compliqué. Et il y a un très bon article de Midnight on Campus sur leur site qui évoque le sujet avec tous les détails en français. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir Midnight on Campus. Baptiste, comment ça se passe du coup cette rémunération étudiante ? Alors en fait, pour faire très très simple, je vais essayer de synthétiser, c'est que maintenant les athlètes ont le droit de toucher de l'argent pour leur nom, leur image et ce qu'ils représentent. C'est-à-dire qu'avant, un étudiant était étudiant, donc n'avait pas le droit de gagner de l'argent parce qu'il n'avait pas le droit de signer un contrat avec, je sais pas moi, une marque de fast-food local, avec, avec n'importe quoi. Donc maintenant, ça sera le cas, c'est-à-dire qu'ils pourront signer des contrats avec des organismes privés qui leur permettront de gagner de l'argent en leur nom propre. Et ça, c'est hyper important. Donc, je sais pas, moi, être payé pour des autographes, faire une chaîne YouTube et gagner de l'argent, monétiser leur personne. Donc, ce qui n'était pas le cas avant, puisque avant, ils étaient considérés comme étudiants et que en tant qu'étudiants, ils n'avaient pas le droit. Donc, voilà, donc c'est quand même un très gros changement. Alors, ils ne seront pas payés pour être joueurs de college football, ils seront payés pour leur personne, c'est-à-dire qu'il va y avoir quand même des disparités au niveau des paiements. Je pense comme quelqu'un comme Trevor Lawrence par exemple, qui était une grosse star, aurait pu signer avec, un concessionnaire de voitures à Clemson à l'époque ou des choses comme ça. Donc voilà, donc c'est quand même très c'est gentil Baptiste, parce oui, que tout à fait. Il y a souvent justement des cabinets qui font des études sur l'impact d'un joueur de college football, et on estime que les 5 étoiles rapporteraient plus de 500 000 $, et pour des gens comme Trevor Lawrence, on parle en millions de dollars. Voilà, donc ça permet aussi peut-être à certains stars un peu plus locales de gagner un petit peu d'argent. Donc je pense que c'est quand même une avancée qui est positive dans le droit des athlètes, parce que c'était quand même on est tous les trois d'accord là-dessus, que c'était quand même complètement ironique que c'était un sport qui rapportait des millions à l'université, sachant que les athlètes qui étaient sur le terrain gagnaient zéro. Alors ils étaient payés pour leurs études, on est d'accord, on va pas refaire le débat, est-ce que être payé en études c'est être vraiment payé? Il nous fera un épisode complet pour discuter de ça. Mais en tout cas, voilà, déjà, ils sont célèbres, ils ont gagné le droit de l'argent parce qu'ils sont célèbres, tant mieux pour eux. Ça n'entachera pas l'université. Je pense que ce qu'ils avaient peur, c'est que l'université perde un peu de pouvoir sur les athlètes. On verra comment ça va se passer. Mais je reste persuadé que tout le monde y trouvera son compte, et notamment quand même les sportifs, ce qui est quand même le cœur de notre sport, quoi. On va tout de même citer les États qui, dès juillet, passent ces lois. Donc l'Alabama, l'Arizona, la Floride, la Géorgie, le Mississippi et le Nouveau-Mexique. Messieurs, ça vous étonne? SEC. Non, mais c'est pas étonnant, parce que, alors, concrètement, on sait pas trop à quoi ça va ressembler. Est-ce que ça va donner un avantage au niveau du recrutement pour les facs de ces États-là, sachant que il y a pas mal, les facs commencent à communiquer sur, elles se sont rentrées en contact avec des sortes d'agents qui permettront aux athlètes de monétiser au maximum leur nom. Alors je sais que Oklahoma State l'a fait, enfin toutes les grosses facs l'ont fait. Pour pareil, ça sera pour attirer toujours les meilleurs joueurs, les meilleurs prospects dans les facs. Après voilà, donc c'est pour ça que les prochains mois seront hyper intéressants, parce que l'NCAA va devoir un peu contre-attaquer contre toutes ces initiatives, on va dire locales, des États et des universités. Il va falloir voir comment Mark Hermerk, le président de la NCAA, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il va proposer aux universités, aux athlètes. En tout cas, c'est un sujet qu'il va falloir suivre ces prochains mois, parce que ça risque de faire beaucoup de remous. Très bien. Alors, on va passer à un autre type d'infos. C'est vrai qu'on a eu aussi les commits et les transferts
notamment au mois de janvier. Donc ça, plus on y pense, plus on se dit, ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti d'épisode vocal en tout cas. Alors, au niveau des transferts, on a eu une grosse règle qui est passée et qui va faire du bien à beaucoup d'équipes. Baptiste, que s'est-il passé à ce niveau-là? Alors, fin avril, la NCAA a sorti une loi qui donne le droit à chaque athlète de changer une fois d'université et de pouvoir jouer directement la saison qui suit. C'était une règle qui était plus ou moins mise en place dans les grosses conférences, mais qui est maintenant officielle pour toutes les conférences, qui n'était pas le cas en fait en football. Donc voilà, donc par exemple, je sais pas, moi je signe à Alabama, voilà, je suis un prospect, je signe à Alabama, finalement je peux pas jouer, je peux partir dans une autre fac et pouvoir jouer directement l'année suivante. Donc pareil, on est toujours sur le même truc de redonner un petit peu plus de droits et de pouvoir aux athlètes, et je pense que c'est quand même une bonne chose. On fait souvent la comparaison avec les coachs qui partaient comme ça en claquant des doigts et qui pouvaient transférer dans un autre programme et être le coach de l'année suivante. Les athlètes pouvaient pas. Voilà, c'est encore des choses. Je pense que c'est quand même, ça reste du bon sens. Après voilà, il y en a qui ont peur que, je sais pas, moi je suis un très bon running back dans un programme du Group of Five et Alabama vient toquer à ma porte. Est-ce que j'ai envie d'aller à Alabama parce que ça me permettra de jouer des plus gros matchs ou de participer au College Football Playoff? Voilà. Ou alors au contraire, on se dit peut-être que quelques joueurs voudront être le gros poisson d'une plus petite marge, j'ai envie de dire. Voilà, ça sera un peu en fonction des caractères des athlètes. Après voilà, ça va pas bouleverser à mon avis le programme, en tout cas le paysage du college football. Les gros programmes resteront des gros programmes et des plus petits programmes resteront des plus petits programmes. Donc là pareil, on va voir un peu sur le long terme à quoi ça ressemble. Voilà, sachant que d'après ce qu'on a vu pour l'instant, effectivement, c'est les gros programmes qui en profitent, mais les gros programmes perdent aussi les gros joueurs. Donc finalement, je pense que ça fait un peu vase communicant, quoi. Et à noter d'ailleurs que les sports principaux en NCAA n'autorisaient pas cette éligibilité immédiate, pardonnez-moi, il faut que j'articule, mais que c'était ouvert déjà à tous les autres sports. Hein. Donc en dehors du football, du basket, du baseball et du hockey qui restent les sports principaux, le reste des sports, je sais pas, de tête, là, je dirais softball, lacrosse, ce genre de choses, l'éligibilité était immédiate. Ça rejoint un petit peu un modèle qui était déjà acquis en NCAA. On a eu quelques transferts importants, justement, même très importants pendant cette off-season. Je sais que Gus, on en a pas mal jacté pendant l'off-season. On essayait de prédire un petit peu où ça atterrissait. Si tu peux me citer 2-3 transferts qui vont un petit peu changer certaines équipes, hein, parce que c'est la réalité et voilà, les bonnes affaires. Vite fait, hein, pour tout le monde, le portail des transferts, c'est l'équivalent du mercato en NCAA. Il faut savoir d'avance que cette année a été une année historique sur ce fameux portail des transferts, puisque des milliers d'athlètes ont décidé de changer de fac avec notamment les nouvelles, avec l'année d'éligibilité offerte. Donc, ce qui fait qu'il y a une sorte d'embouteillage géant en ce moment sur le portail des transferts. Alors, évidemment, ça ne vous a pas échappé, il y a des noms importants qui sont sortis. On pense tout de suite au linebacker de Tennessee au nom difficilement prononçable, Henry To'oTo'o, qui est parti de Tennessee pour aller à Alabama. Et il fait partie de tous ces joueurs de Knoxville qui ont quitté le programme suite aux accusations, on va dire, plus ou moins fondées. On verra où tout ça ira. De triche dans le recrutement. Donc il y a Henry To'oTo'o qui est parti à Alabama, il y a Eric Gray qui est parti à Oklahoma, le left tackle Vania Morris qui est parti du côté d'Oklahoma aussi. Bref, l'équipe a été dépouillée et ça a fait beaucoup d'heureux. Oklahoma en premier, qui récupère un top running back et un top left tackle qui seront sans doute tous les deux partants titulaires l'année prochaine. Voilà, donc sinon il y a aussi Miami qui s'est bien renforcé avec Tyreek Stevenson, un cornerback de Georgia qui les rejoint, avec Charleston Rambo, un receveur d'Oklahoma d'ailleurs, qui rejoint les Hurricanes. Voilà, Miami et Tennessee font partie des équipes Miami et Oklahoma font partie des équipes qui se sont bien renforcées. Georgia aussi s'est bien renforcé, ils ont récupéré Tyke Smith, un des meilleurs safety du pays qui était à West Virginia. West Virginia a d'ailleurs perdu un petit peu, on va dire, son intersaison. Ils ont aussi perdu pas mal de joueurs, notamment des DB, en plus de Tyke Smith. Donc voilà, c'est un peu le paysage global du portail des transferts. Et
plus que jamais, cette année a été importante pour ces joueurs. Et on peut Miami, vraiment, je rebondis là-dessus, qui sont en train de faire une masterclass, que ce soit en termes de commit et donc de transfert en l'occurrence. Ça va être très intéressant à suivre du côté de la Floride l'année prochaine, les Hurricanes. En revanche, sur le portail des transferts, donc on a Harry Gilbert d'LSU, qui était le tight end numéro 1, freshman cette année, qui s'était inscrit sur le portail des transferts après la saison en demi-teinte de LSU, qui était plutôt vu du côté de la Géorgie, j'arrive plus à dire Géorgie en français, pour rejoindre sa maison natale, quoi, voilà. Il avait pas rejoint Florida ? Floride plutôt. Il avait commit à Florida. Ouais, il avait commit à Florida. Après, il avait décommit, mais on le voyait en Géorgie parce qu'il est géorgien. Si je dis pas. Non, il est allé à Florida. C'est pour ça que Guillaume avait le démon. A priori, il était sur le campus de Florida et il a fait le chemin inverse pour retourner à. Ah oui, ouais, exact. Ouais, il a eu une sorte de visite pas non officielle, je crois. Bref, Gilbert toujours sur le portail des transferts, mais qui, selon les derniers dires, resterait du côté d'LSU. On sait même pas, Baptiste, on le disait en off, on sait même pas s'il rejouera finalement au football universitaire. À voir, c'est dommage, c'est quand même le tight end le mieux classé de tous les temps dans le système lycéen. Donc voilà. Du côté des commits lycéens, justement, on va parler un petit peu, déjà du numéro 1, Corey Foreman, le defensive end originaire de Californie. Qui finalement reste à la maison du côté de USC. Alors il a annoncé un petit peu plus tard que tout le monde sa décision. C'est vrai que ça faisait pas mal jaser. Pour vous, c'était la suite logique qui reste sur USC, Foreman? Pas de souci là-dessus? Oui, après qu'il ait décommit de Clemson, on sentait qu'il avait une envie de rester proche de là où il habitait. Donc oui, non, tous les signaux étaient ouverts dès le décommit de Clemson. Il devrait avoir du temps de jeu dès cette année. Ouais, exact. Oui, de toute manière, oui. Pour la bête que c'est, saison freshman, il n'y a pas de souci pour jouer. Ce qui était moins sûr à Clemson, où la defensive line est quand même un peu plus chargée que USC, quoi. La meilleure defensive line du pays. T'as au moins 6 mecs qui vont aller en NFL. Ils vont tous aller en NFL. Et en parlant de ça, le deuxième meilleur DN du pays, qui est aussi le troisième meilleur joueur au classement tout poste confondu, JT Tuimoloau, qui est originaire de l'État de Washington, n'a toujours pas sélectionné sa fac. Alors on parle beaucoup de lui à Ohio State. On sait très bien qu'il y a d'autres gros programmes qui peuvent être sur le coup, tels qu'Alabama. Son carré final se situerait quand même sur un Alabama, Ohio State, USC, Washington, voire Oregon en plus. Est-ce que vous pensez qu'il fera le pas de rester sur l'ouest des États-Unis autour de chez lui, ou que finalement il rejoindra comme tous une fac comme Alabama ou OSU? Il ira à Ohio State. Ouais, je pense aussi, de toute façon, vu l'usine que c'est à defensive end, s'il est pas bête, mais je pense pas qu'il le soit. De toute façon, sa décision de bien mûrir son choix d'université montre, je pense que c'est un jeune qui a la tête sur les épaules. Je pense qu'il partira pour les Buckeyes. Ouais. Et justement, sur ce classement commit, donc Alabama qui reste numéro 1 en termes de recrutement. Ils ont 4-5 étoiles, mais énormément de 4 étoiles. Numéro 1 du pays. Ohio State est juste derrière en numéro 2 avec 5 étoiles en revanche, donc un de plus qu'Alabama. Rien d'étonnant jusque-là. Clemson, en revanche, sont seulement la 5e classe du pays. Alors, chaque année, Clemson se retrouve dans le carré final, en play-off et en finale. Et est-ce que finalement, c'est étonnant? J'ai l'impression que Clemson, c'est toujours bien sûr du très gros recrutement de haut de panier, mais on retrouve des équipes comme Georgia de temps en temps devant, voire LSU. Comment vous expliqueriez cela? Peut-être le fait qu'ils jouent en SEC, Baptiste? Alors, il y a une petite subtilité aussi dans ces classements de classes de recrutement, c'est que presque le total de commits compte presque plus que le classement des commits en eux-mêmes. Moi, je regarde beaucoup l'average, le classement moyen des commits, et si on fait un classement comme ça, Clemson est 3e du pays. Ils ont toujours des classes de recrutement qui sont un peu moins élevées en termes de nombre de joueurs, mais souvent les joueurs sont très très élevés. Si on fait un average au niveau des commits, c'est Alabama le premier, Ohio State 2e et Clemson 3e, même devant Georgia. Donc voilà, c'est important de regarder ça. Après,
De toute façon, c'est une classe 5e suffit presque à être champion national. 5e, c'est déjà énorme, hein, qu'on soit très clair. Quand on voit là Clemson sur les 19 commits et mecs qui ont signé leur lettre of intention, il y a 14, sur leurs 19, il y a pendant 17 ce qu'on appelle blue chip recruit, c'est-à-dire 5 ou 4 étoiles. Enfin, c'est une classe de recrutement qui est vraiment très 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 forte. Donc effectivement, on se dit ils sont que 5e. Ouais. Ils sont que 5e, mais dans les faits, ils sont très très proches de Clemson, et s'ils avaient 3 ou 4 communes de plus, ils seraient dans le top 2 sans aucun souci, quoi. Et puis, ici, on est tous d'accord pour dire que Clemson est une des équipes qui forme le mieux ses joueurs. Quand vous regardez le depth chart, il y a beaucoup d'anciens 3 étoiles, je pense notamment au linebacker. Bon, à une époque, il y avait eu Isaiah Simmons. Même là, cette année, avec le safety Nolan Turner, ils ont au moins 3-4 linebackers qui n'étaient pas du tout des stars au niveau lycéen, qui jouent un rôle prépondérant. Donc je ne pense pas que ça soit si préjudiciable pour Clemson, dans la mesure où, même s'ils ont une classe de malades, ils savent développer des joueurs moins fringants, moins stars. Et pour moi, c'est une classe presque normale pour le programme de Caroline. Alors, on va s'orienter vers le recrutement 2022, parce que c'est vrai qu'on a déjà des commits. Bien sûr, ils n'ont pas signé leur lettre d'intention, donc ce n'est pas officiel, hein, c'est que des verbal commits. On a 2 équipes qui nous surprennent là pendant cette off-season. C'est Rutgers, déjà, du côté du New Jersey, et Florida State battent. Pourquoi Rutgers? Comment t'expliques le fait que Greg Schiano arrive à attirer autant de bons joueurs sur un vivier qui est important aussi, hein, parce que c'est tout le vivier new-yorkais qui est notamment là. Le New Jersey, notamment, c'est un très très gros état en termes de recrutement. Greg Schiano, donc historiquement, il a été déjà coach de Rutgers dans les meilleures années du programme. Il a été coach entre 2001 et 2011. D'ailleurs, à l'époque, c'était un des coachs les plus jeunes du college football. Après, il est parti aux Buccaneers, ça a été un petit peu plus compliqué. Mais ce mec-là respire Rutgers, respire le New Jersey, et il vend ça aux recrues. Il y a énormément de très bonnes recrues dans le New Jersey, hein, et dans l'État de New York. Ce sont des 2 gros États. Alors, c'est pas des États fans de football comme on peut trouver dans le Sud, mais ça reste des États où il y a des très bonnes recrues. C'est le seul État, c'est la seule fac de très haut niveau qui sont dans cette zone-là. Donc forcément, alors on sait que Penn State a tendance à beaucoup recruter dans l'État du New Jersey, mais là, en termes de fac de New Jersey à jouer en Division 1, c'est la seule et unique. Déjà, ça joue. Et puis ce mec, c'est un super recruteur. Il y a un coordinateur offensif avec Sean Gleason qui est extra, hein, donc voilà, donc tous les ingrédients sont là pour que Rutgers prenne sa place qui est sienne dans le paysage du college football, c'est-à-dire un bon programme. Alors ça sera peut-être jamais un blue blood, c'est pas la question, mais vu son emplacement aux États-Unis, son coach actuel, forcément ça réussit. En soi, c'est pas une surprise que Rutgers réussisse à très bien recruter. Donc c'était presque une surprise le niveau où ils étaient actuellement. Là, ils ont trouvé un très bon coach. Donc voilà, les choses rentrent dans l'ordre, j'ai envie de dire. Mais ça fait plaisir de voir le Rutgers progresser, parce que même si toi, Elio, ça veut dire que Maryland a un concurrent, même au niveau recrutement dans le coin, qui se renforce. Ça fait que la Big Ten progresse aussi, parce qu'on s'était un petit peu moqué, on se moquait beaucoup de la CC en disant c'est Clemson et personne. Ces dernières années, on pourrait presque dire pareil avec la Big Ten en disant c'était Ohio State et personne derrière. Donc je pense que pour la Big Ten, c'est important que Rutgers progresse, quoi. On est d'accord que c'est là où a été créé le football. Tout à fait, ça reste la birthplace of college football. D'ailleurs, c'est marqué dans leur stade, puisque le premier match c'était Rutgers-Princeton. Et ça n'a aucun rapport, mais c'est l'équipe que je suis en train de faire en dynastie à NCA, donc ça fait plaisir qu'ils recrutent bien. Et je rebondis juste là-dessus, hein, moi qui me bats à chaque fois en disant oui, les joueurs devraient rester dans leur fac d'état, ce genre de choses. Alors Maryland, de temps en temps, on pique, et d'ailleurs c'est encore le cas là, quelques bons joueurs du New Jersey, mais moi ça me fait très plaisir de voir ce recrutement local et que ça fonctionne bien, et c'est vraiment un plaisir. C'est une des choses pour lesquelles je me bats. Florida State aussi, donc auteur d'un gros recrutement, Gus. Surprenant les Seminoles. Ouais, moi je suis hyper content, parce que là ils ont... la traversée du désert est finie, hein. C'était suite au départ de Jimbo Fisher pour Texas A&M. Florida State a subi des années catastrophiques, mais vraiment catastrophiques, hein.
Je pense que le point d'orgue, c'était Samuel qui avait commit chez les Seminoles, mais au final, il avait flip son commitment pour aller à North Carolina. Et là, Florida State revient doucement mais sûrement. Dans la classe 2022, ils ont réussi à avoir Travis Hunter, un mec de Géorgie qui est numéro 3 national, et 2 autres top 100, dont un quarterback. Et petit à petit, Florida State revient, et je pense que le college football a vraiment besoin d'une présence des Seminoles, parce que moi je vous rappelle, les Seminoles, c'est le champion 2014, si je dis pas de conneries. Ça a toujours été les meilleures classes de recrutement dans les années 2010, et le passage à vide qu'ils ont connu ces dernières années était clairement une hérésie pour moi en tant que fan de college football. Ils gagneront pas cette année, ils vont continuer à perdre un petit peu, mais des recrues arrivent. Il y a de nouveau un intérêt chez les lycéens pour aller dans ce programme Baptiste parlait de Bluewood. C'en est carrément un, Florida State, et je pense qu'à la fin tout le monde sera content, et c'est pour ça que je voulais souligner cette classe de recrutement 2022 réussie du côté de Florida State. Enfin, réussi pour l'instant, on précise quand même que tant qu'ils n'ont pas signé leur letter of intent, c'est que des commits verbaux, donc en soi ça a aucune valeur pour l'instant, quoi. On verra si ça tient jusqu'à décembre prochain. Et pour terminer sur les histoires de transfert et commits, on a aussi le revers un petit peu de la NCAA avec déjà le duo d'Oklahoma, Seth McGowan et Trajan Bridges, qui sont d'anciens 4 étoiles qui ont été arrêtés pour braquage. Donc une carrière qui est pour l'instant en suspens, on verra selon les résultats de l'enquête. Et on a aussi Darian Kendrick, le cornerback plutôt star de Clemson, qui pour une raison encore inconnue, on sait que ce serait une raison fâcheuse, mais voilà, on n'a pas les détails, serait sur le portail des transferts et n'a toujours pas trouvé de maison. Donc en général, ça sent quand même pas bon. Voilà, disons-le comme ça. On passe au Spring Practice, parce qu'il y a eu les entraînements de printemps, plus les matchs de printemps. Les Spring Practice, déjà, à quoi ça sert? Pour vous, les gars, qu'est-ce que ça peut apporter dans une équipe? Parce qu'on sait que de temps en temps, c'est un peu du scrimmage, c'est un petit peu de la remise en forme, mais voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus pointu en termes de training, quoi. Alors c'est assez, on peut pas faire n'importe quoi. Je veux dire, les Spring Practice sont très encadrés par la NCAA en termes de nombre autorisé, de comment ils sont équipés les joueurs, etc., etc. C'est très très encadré. Mais en fait, ça a surtout une importance. Alors déjà, c'est une importance pour nous, fans de college football, d'avoir un peu des choses à se mettre sur sous la dent, parce que on sait que l'actualité entre le mois de février et le mois les mois de juillet, août est quand même très faible. Donc déjà, ça nous permet d'avoir un peu de matière à discuter. Déjà aussi, ça nous permet d'avoir quelques échos d'insiders sur ça se passe très bien, lui il progresse beaucoup, etc., etc. Mais je pense que c'est surtout important pour les joueurs, et notamment les early enrollees, c'est ceux qui ont signé, c'est la classe de recrutement de l'année en cours, mais dont les notes leur permettent d'accéder à la fac dès le mois de janvier. Eux, ça leur donne un peu des entraînements bonus par rapport aux autres qui arriveront plutôt à ce moment-là aux alentours du mois de juin, juillet sur la fac. Donc voilà, honnêtement, moi je suis pas un ultra fan des Spring Games, qui sont pour moi des gros scrimmages devant le public. J'en discutais avec Julien Corver de Milano Campus, mais voilà, en tout cas ça nous permet d'avoir un peu de grain à moudre dans des temps où il n'y a pas grand chose à dire en college football, quoi. Ouais, totalement. Et puis, on en parlait aussi en off, les Spring Games, ça ne nous donne pas forcément d'indication sur les titulaires. On a quasiment 4 équipes qui s'affrontent, une par mi-temps, la même équipe globale qui met 2 équipes de chaque côté, qui changent à chaque mi-temps. Donc voilà, c'est peut-être pas la meilleure des indications. En revanche, ça permet de voir des flashs de joueurs, notamment des stars lycéennes, oui, voir un peu ce que ça donne. Et en général, il faut le voir plus localement, quoi. Ça intéresse surtout les fans de chaque équipe. Moi, je sais que j'ai regardé le mien à Notre-Dame. Et non, ça reste toujours, je trouve, intéressant, parce que ça permet de combler une période vide. Et puis, il y avait du public dans les tribunes, beaucoup plus que durant l'automne. Et ça, franchement, ça fait plaisir. C'est une prémisse de la saison à venir. Les Spring Practice aussi, c'est le début un petit peu des compétitions quarterback pour l'année prochaine, pour les postes de titulaires. Alors on sait, on a des gros quarterbacks qui sont partis à la draft, qui ont laissé des équipes un peu vides, et puis il y a d'autres équipes, d'autres gros programmes qui ont tout sauf un quarterback.
On va essayer de voir 2-3 équipes à démarrer avec Michigan. Michigan qui se retrouve dans une situation où finalement il récupère Alan Bowman qui était le quarterback titulaire de Texas Tech qui s'est blessé cette année, mais qui jouait régulièrement depuis 3 saisons. Il récupère J.J. McCarthy qui est le 2e meilleur quarterback pro-style du pays, un 5 étoiles et qui est freshman. Et ils ont aussi Kane McNamara. Vous pensez que pour Harbaugh, qui faudrait faire starter en premier? Est-ce que vous tentez direct le coup McCarthy, la jeune star, ou est-ce que vous mettez un Bowman qui est plus posé, qui a un petit peu plus d'aisance en NCAA pour ensuite aider le jeune à starter plus tard? Gus? Moi, je partirais sur Alan Bowman, du moins s'il fait des bons practices cet été, parce que je rappelle, Alan Bowman n'était pas sur le campus au printemps. Ou sinon, je partirais sur Cade McNamara, mais je ne brûlerai pas les ailes de Jim McCarthy. On parlait des fans qui avaient un peu trop, on va dire, qui attendaient un peu trop au tournant leur quarterback, qui mettaient trop de pression au quarterback ou au coach. Tennessee fait partie de ces équipes-là, et Michigan aussi. Et je pense que c'est une des pires situations possibles de foutre Jim McCarthy day one sur le terrain. Déjà que les fans de Michigan le voient comme le Messie, comme le sauveur. Lui faire ça, c'est pas lui rendre service. Et ça serait lui brûler les ailes trop rapidement. Donc moi, je partirais sur Alan Bowman si cet été, évidemment, il fait des bons entraînements. Puis Alan Bowman, c'est un mec qui a de l'expérience, comme tu me disais, Elio, à Texas Tech, il a plusieurs saisons dans les pattes. D'ailleurs, il a été remplacé, pour l'info, par Tyler Shough, qui a transféré d'Oregon jusqu'à Texas Tech. Et donc voilà, je reste sur mon choix Alan Bowman. Et peut-être s'il ne fait pas un super début de saison, à la week 7 ou 8, tu fous J.J. McCarthy et c'est parti pour la légende. Enfin, du moins, c'est ce que les fans de Michigan espèrent. Ouais, ça fait longtemps qu'ils attendent un gros quarterback qui a réussi du côté d'Ann Arbor. Pareil, je serais de l'avis de ton avis, Gus. Alan Bowman, pourquoi pas le faire starter, et puis ensuite tu mets McCarthy tranquillement. On a aussi une équipe qui a perdu donc son quarterback titulaire assuré, qui est parti au premier tour de la draft NFL du côté des Chicago Bears. C'est les Buckeyes d'Ohio State, qui se retrouvent avec 3 excellents quarterbacks, en tout cas qui étaient excellents au lycée, mais qui n'ont pas joué un match, qui n'ont pas lancé un touchdown en NCAA. Ils se retrouvent avec CJ Stroud, qui est arrivé en 2020, qui était le 2e meilleur pro-style du pays. Jake Miller, qui lui est aussi arrivé en 2001, qui était le 13e pro-style du pays. Et Kyle McCord, qui vient d'arriver, donc 2021, qui était le 3e meilleur pro-style, mais 5 étoiles, un meilleur classement que les 2 autres. C'est un peu compliqué quand même pour les Buckeyes. Et puis c'est aussi une indication un petit peu de ces gros programmes qui accumulent les bons joueurs à un poste qui finalement n'en a pas besoin de 10. Quelle serait la meilleure solution, sincèrement? Qui pourrait starter cette année? Personne n'a de l'expérience, c'est fou. Apparemment, ça serait CJ Stroud, d'après les rumeurs, mais Ryan Day, le coach des Buckeyes, n'a pas donné de nom jusqu'à maintenant. Mais bon, tout semble... Ça serait rare qu'ils choisissent directement là. Enfin, en termes de communication pour ces joueurs, je pense qu'il faut rester le plus évasif possible avant la saison pour que je pense qu'il y a un peu de management là-dedans. C'est-à-dire que si vous dites à un joueur tu seras titulaire, est-ce qu'il n'aura pas tendance à se relâcher sur les entraînements le fall camp? Enfin voilà, il faut pas trop tirer de conclusions sur ce que disent les coachs, parce que c'est souvent du brossage de joueurs dans le sens du poil, pour les mettre en confiance avant la saison. Mais c'est vrai que c'est un problème de riche, parce que Ohio State actuellement, ils ont 3 quarterbacks qui ont l'air tout à fait capables de mener un programme au titre. Après voilà, c'est la progression, c'est les connaissances du système, et puis voilà, c'est gagner maintenant, puisque le débat de Michigan est intéressant, parce que c'est quel choix faire pour le présent, parce que mine de rien, tout le monde attend de gagner, mais tout le monde attend de gagner maintenant. Les fans, ils s'en foutent que le mec il soit bon dans un an, il faut être bon maintenant. Sachant que Michigan en plus a un gros match contre Washington en semaine 2. Donc voilà, il faut faire le choix et faire le bon choix pour éviter de se prendre les fans aux fesses, j'ai envie de dire. Ohio State c'est pareil, en semaine 2 il y a Oregon qui sont là, donc après c'est le bout des coachs, ils sont payés des millions pour faire ce bon choix. C'est quand même des choix, même des joueurs qui m'étonnent un petit peu. Quand je vois que Jake Miller, c'était seulement le 14e joueur et qui pouvait être dans bien d'autres programmes, sachant qu'il vient d'Arizona. Bon,
Tout ça pour finalement transférer. Heureusement qu'il y a l'éligibilité immédiate finalement. Mais voilà, en tout cas, en tant que fan de Big Ten, je me dis c'est l'année à prendre. Si une équipe veut vraiment prendre la place d'Ohio State, au moins sur une saison, en tout cas les titiller, c'est peut-être l'année parce que c'est vrai que c'est très incertain au poste QB. Tout comme à Texas après le départ de Sam Ehlinger, on va se retrouver avec Casey Thompson qui avait lancé 6 touchdowns la saison dernière et Hudson Card qui était un prospect beaucoup mieux classé que Casey Thompson qui était le deuxième draft rate du pays en 2020. Ça aussi, ça va être un beau match. Est-ce que vous pensez que l'expérience va primer, Baptiste ? Déjà, je pense que alors, il faut mettre un petit peu de côté le cas de Steve Sarkisian qui vient d'arriver, qui apprend à connaître ses joueurs aussi. Alors, pour avoir regardé de loin le spring game de Texas, en fait, il n'y a pas vraiment de vainqueur. Hudson Card et Casey Thompson ont été moyens. Voilà, ils n'ont pas été honnêtement très convaincants. C'est-à-dire, ils ont été bons sans plus. Pour moi, pour l'instant, il n'y a pas de vainqueur. Alors, Casey Thompson, effectivement, a un peu d'expérience, un peu plus d'expérience que Hudson Card. Voilà. Après, c'est Steve Sarkisian qui fera son choix. Mais sur les échos qu'on a eu des Spring Practice et le Spring Game, je suis pas certain que l'un ou l'autre ait encore l'avantage. Et je pense que tout se jouera sur le Fall Camp comme je le disais avant, c'est souvent le cas dans les QB Battle, quoi. Gus, Notre-Dame aussi, vous avez une situation quarterback après le départ de Ian Book, je le rappelle, au 4e tour chez les Saints. Vous avez l'arrivée de Jack Cohn, donc, qui était titulaire du côté de Wisconsin avant sa blessure. Il y a 2 ans. Mais vous avez aussi Drew Pine, que toi, tu avais interviewé à l'époque avec Notre-Dame France sur Twitter. Vous avez, je ne sais plus, vous en avez un Tyler autre. Buchner. Ouais, exactement. Donc, il était intéressant ce spring game pour savoir qui allait starter. Et devinez quoi, les 3 ont fait des performances, on va dire, moyennes. Mais bon, on devrait partir sur Jack Cohn. Et du côté de Florida State, moi, c'est le seul spring game que j'ai regardé avec NC State. Mais bon, NC State, c'est parce que je m'emmerdais. Florida State, c'était plus intéressant. Quelle vie, Gus, quelle vie. C'était entre la bataille des quarterbacks entre Mackenzie Milton, l'ancien du UCF, star du UCF, légende de la saison 2017, et Jordan Travis. Mackenzie Milton, 4 ballons, il a mis tout le monde d'accord, ça sera lui le titulaire. Dernier peut-être petit intérêt des Spring Practice et des Spring Games, c'est se mettre quelques noms dont on va parler la saison. Allez, j'en balance un comme ça qui a fait beaucoup parler à Alabama, Edgy Hall, le nouveau receveur true freshman. Voilà, je pense que c'est un nom dont on va attendre parler cette saison et les saisons prochaines. Voilà, et puis dans 3 ans, premier tour de draft comme d'habitude. On va terminer sur les Spring Practice. On passe directement aux dernières petites infos que vous avez pu louper pendant cette off-season. Déjà, la Pac-12 a un nouveau commissioner. J'arrive plus, des fois j'essaie de traduire dans ma tête en français, puis j'arrive plus dans un sens ou dans l'autre. C'est George Kickoff qui remplace donc Larry Scott qui était assez décrié, Augustin. Ouais, que Robin détestait même. Ouais, exact. Ouais, tous les jours, Larry Scott. Non, mais du coup, voilà, pour faire en gros petite mise en contexte, Kliakoff, c'est un ancien de MGM Resorts. Vous savez, c'est le groupe de loisirs à Vegas qui s'occupe de tous les hôtels, des salles de MMA, etc. Donc, il avait aussi travaillé chez Hulu TV et chez NBC. Donc, il a une connaissance, on va dire, une bonne connaissance du milieu de la télé. Et c'est hyper éloquent parce que on sait que la Pac-12 d'ici peu veut renégocier les droits TV et sa présence va certainement les aider à obtenir des contrats plus juteux. Parce qu'on sait que la Pac-12, il me semble que c'est parmi les équipes du groupe of 5, peut-être devant la Big 12, mais la conférence qui touche le moins. Et voilà, ça montre cette volonté de la Pac-12 de retirer des bons droits. Mais bon, on sait tous ici que s'ils veulent gagner plus d'argent, il va falloir que cette conférence joue mieux et gagne plus de titres. Et je pense que c'est surtout là l'intérêt de le recruter, c'est que le dernier titre de la Pac-12 remonte à 2004 avec USC et ça fait depuis trop longtemps qu'ils n'ont pas gagné. Et je pense qu'en virant Larry Scott, l'objectif c'était de mettre un coup de pied dans la fourmilière et voilà. N'est-ce pas, Baptiste ? Ouais, donc je pense que tu as très bien résumé la situation de la Pac-12 pour rajouter un peu d'eau à ton moulin. Et aussi, il faut que
nouveau commissionnaire montre que la Pac-12 en a quelque chose à foutre du football, parce que c'est vrai qu'on a un peu cette impression-là. Alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est la conférence qui a le plus de titres nationaux, tous sports confondus, notamment grâce à Stanford et au sport olympique. Mais on a cette impression-là, c'est que le football passe, alors que c'est le sport le plus populaire dans les autres conférences, passe complètement au second plan. De toute façon, on l'a bien vu sur la saison 2020, c'était la première conférence à avoir dit on ne fait pas de saison, et quand le retour a été fait, c'était quand même en mode bon, il faut faire une saison, mais quand même pas trop de matchs. C'était très clairement avec le frein à main. Donc voilà, déjà le premier truc, ça sera dire bon, le football, il est important pour la conférence. Et déjà, s'il arrive à faire ça, ça sera déjà un bon début pour la conférence. Et puis, il faut que USC retrouve son lustre d'antan, parce qu'une Pac-12 sans USC, c'est une Pac-12 qui est moins forte que ce qu'elle devrait être, quoi. Ça, c'est sûr. Bref, grosso modo, la Pac-12, objectif, faire de l'oseille. Voilà. Du côté de Kansas, donc, on avait parlé du départ de Les Miles sur les réseaux, l'ancien grand entraîneur d'LSU qui était à Kansas. Suite à des affaires un petit peu de mœurs, on n'en dira pas plus. C'est une arrivée assez surprenante, mais assez sympathique aussi. C'est Lance Leipold, le coach de Buffalo, qui arrive du côté de Kansas. Donc lui qui n'a eu seulement que 6 défaites, je crois, dans sa carrière avec Buffalo, va se retrouver avec peut-être 6 défaites dès sa première saison, les amis. Est-ce que c'est un bon recrutement pour Kansas? Est-ce que c'est une bonne opération pour Leipold? Alors il n'a pas 6 défaites avec Buffalo, il avait 6 défaites avec Wisconsin, Whitewater, son programme où il a de Division 3 où il avait remporté, je crois, 5 ou 6 titres nationaux. Et c'est le programme de Quinn Maynard, vous savez, celui qui adore montrer son ventre et qui est parti chez les Broncos cette année. Exactement. Donc voilà, donc c'était un choix. De toute façon, Kansas n'avait pas énormément de choix. On a parlé de. Il y avait Jeff Monken, le coach de Army, qui était revenu un peu dans les rumeurs, mais c'est vrai que Kansas, le programme ne fait pas forcément envie. Alors Leipold, c'est un bon nom du groupe of five. Je pense que c'est, à mon avis, le meilleur. Super prise. C'est une super prise, pour soit très clair. Alors là, c'est vrai que je suis pas hyper emballé, mais si, c'est une super prise. Après, voilà, c'est le contexte Kansas qui fait que on verra ce que ça donnera sur le terrain, mais sur le papier, c'est probablement ce qu'il pouvait faire mieux avec le coach, avec Jeff Monken, le coach d'Army. Voilà, il arrive dans une situation qui est très complexe. Leur meilleur joueur vient de partir à la draft en la personne de Puka Williams. Voilà, ça va être. Ses assistants, j'ai vu. Coordinateur offensif, défensif, quarterback, D-line. Donc, je pense que c'est important qu'il arrive avec des gens qui connaissent dans un moment qu'il ne connaît pas, parce que là, c'est quand même le programme qui est le plus mauvais historiquement, enfin, depuis une quinzaine d'années. Donc il y a du boulot, mais je pense que c'est un bon recrutement de la part de Kansas. Et il sera remplacé par le co-défensif coordinateur de son équipe, Maurice Linguist, qui devient head coach du côté de Buffalo. Qui était à Michigan, il me semble, Linguist, qui était le co-défensif coordinateur de Michigan. Ouais. Et ça va être compliqué pour Buffalo. Ouais. À voir après, pourquoi pas, à voir. Ils ont toujours leur grosse place en MAC. Ils ont perdu quelques joueurs, c'est vrai, pendant la off-season, notamment la draft, mais à voir. Un match qui va se dérouler en Europe, messieurs. Enfin! Sauf que ça sera en août 2022, exactement le 27 août 2022, Northwestern, Nebraska en Big Ten, du côté de Dublin. Il devait y avoir aussi Notre-Dame Navy, mais ça, on n'a toujours pas de nouvelles. Alors, je vais vous citer parce que ça fait quelques années, en fait, depuis 1988 exactement, que la NCAA fait jouer de temps en temps des matchs à Dublin en Europe. Et on peut remarquer quelque chose sur les équipes qui sont sélectionnées. Alors déjà, je vous fais une petite rétrospective. On a Boston College qui est passé par là, on a Rutgers, on a Notre-Dame qui sont passés 2 fois face à Navy, on a Penn State, on a Georgia Tech, UCF. Bref, quelques matchs assez intéressants qui étaient passés donc du côté de l'Aviva Stadium, mais aussi de Croke Park, cet antre extrêmement connu pour le football gaélique, et Lansdowne Road, bien entendu. Alors, on nous pose souvent la question, on nous a déjà posé la question sur les réseaux de pourquoi le choix de Dublin et pas forcément de Londres ou je ne sais pas, d'une autre ville en Europe. Tout simplement, déjà, je vais vous citer quelques équipes qui ont donc participé à ces matchs à Dublin. On a Boston College, on a Notre-Dame, on a Navy, on a Penn State.
On a Rutgers, on va avoir donc Northwestern et Nebraska. Souvent, ce sont des équipes du nord-est des États-Unis. On connaît le nord-est des États-Unis où il y a une proéminence de la diaspora irlandaise par le passé en tout cas, donc beaucoup d'Américains d'ascendance irlandaise, notamment Northwestern, donc c'est pas le nord-est mais qui est de la région de Chicago, et pareil pour Notre-Dame qui se situe à proximité de l'Illinois. Les Fighting Irish en plus de Notre-Dame, tout concorde bien entendu. De plus, Dublin, c'est une situation géographique assez intéressante. C'est à mi-chemin entre les États-Unis et le reste de l'Europe. C'est à 5h30, 6h de vol des États-Unis. C'est facile pour les Américains qui aiment bien souvent d'ailleurs retrouver un petit peu leurs racines en Irlande, donc aller visiter. Ça fait une belle occasion pour pas mal d'Américains de se déplacer, d'aller voir leur équipe et d'aller visiter ce pays qui est celui de leurs ancêtres. Et puis c'est pareil, d'Europe, en fait, les billets sont pas chers pour aller à Dublin, ça c'est facile, notamment pour l'Europe de l'Ouest, là où le football américain est souvent le plus apprécié et le plus regardé en Europe. Et puis on est aussi sur la zone géographique Irlande, Grande-Bretagne, on sait très bien que les matchs NFL, par exemple, se déroulent à Londres, donc voilà que c'est aussi là où il y a le plus de passion pour le football américain, je dirais, en Europe. Donc voilà, c'est tout un système plutôt... stratégique économiquement parlant que d'aller jouer à Dublin, mais qui aussi arrange un petit peu tout le monde. Donc n'hésitez pas, c'est le 27 août 2022, Northwestern Nebraska, ça sera un match sympa de Big Ten, puis c'est l'occasion de se retrouver. Nous on va essayer d'y aller et puis on vous tiendra bien entendu au courant de tout ça. On va désormais vous donner les horaires des gros matchs des premières semaines, les amis, de la Week 1 notamment, parce qu'on a des très très gros matchs qui nous font saliver avec des stades qui seront pleins, car j'en profite pour le dire, la plupart des stades seront à capacité de 100% au niveau du public, que ce soit en SEC, ACC, Big Ten pour l'instant. On a les autres conférences qui vont sûrement rejoindre le mouvement. Après, c'est propre à chaque équipe, à chaque université. Mais voilà, on devrait retrouver du public grâce à la campagne de vaccination qui se déroule aux États-Unis. Gus, est-ce que tu peux m'annoncer les dates et notamment les horaires des premiers gros matchs prime time qu'on a déjà pour la Week 1? Avec ESPN et sur ABC, vous pourrez voir à 21h30 le Miami, Alabama au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta, puis un Georgia Clemson à 1h30 au stade des Panthers à Charlotte. Le dimanche soir, à 1h30, vous pourrez voir Notre-Dame qui se déplacera du côté de Tallahassee pour y rencontrer Florida. Et dans la nuit de lundi à mardi, vous aurez Ole Miss contre Louisville, première rencontre de leur histoire. Première rencontre de l'histoire entre ces deux programmes, aussi à Atlanta au Mercedes-Benz Stadium. Donc une première week incroyable, sachant qu'il y aura aussi LSU-UCLA en début de soirée. Et certainement d'autres matchs hyper intéressants. Donc on va pouvoir manger football cette semaine-là. Pour donner un petit peu de contexte, c'est ce qu'on appelle le Labor Day Weekend. Labor Day, c'est le premier lundi du mois de septembre aux États-Unis, qui est férié. La NFL n'a pas encore repris, donc en fait c'est un week-end qui est consacré au college football. Donc du jeudi soir, le début de la saison, c'est pas vraiment le début de la saison parce qu'il y a une week 0 avec quelques matchs intéressants, mais on en reviendra quand on fera les prévus de la saison. En tout cas, du jeudi soir au lundi soir, il y a du college football, 5 soirs de suite. Donc déjà, ça commence dès le jeudi soir avec un Minnesota-Iowa State qui va être très très sympa à suivre en Big Ten. Et vendredi soir, il y a un North Carolina qui se dépêche à Virginia Tech. Donc vous allez bouffer des super matchs en Week 1 d'entrée de jeu. Enfin, ça va être super. On a hâte que ça commence. En dehors des matchs de première semaine, on a eu quelques horaires des matchs pour des matchs de semaine 2 ou semaine 3, et notamment c'est un petit peu bizarre pour les fans des Ducks comme Robin, mais le déplacement d'Oregon à Ohio State sera à 18h heure française, c'est-à-dire à 9h du matin heure locale. En tout cas, heure locale chez les Ducks. Pour avoir un match d'Oregon, pour voir à quoi ressemble Oregon, enfin. C'est ça. Exactement, enfin les tenues d'Oregon sous le soleil ça va faire mal aux yeux. Donc voilà, donc c'est un horaire nous habituel pour les matchs d'Ohio State, mais très peu habituel pour les Ducks. Donc à voir si déjà ça va pas perturber un peu leur préparation, peut-être d'avant-match, parce que ça les fera lever relativement tôt par rapport à ce dont ils ont l'habitude. Sachant que pour parler télé et droits télé, ESPN a annoncé des gros matchs qui auront lieu sur son réseau cette saison, et notamment le retour de deux rivalités pour Oklahoma, le Red River Showdown et Bedlam, qui pour la première fois depuis
je crois 2011 pour Red River Showdown et 2012 pour Bedlam, auront lieu sur les réseaux ESPN. Donc ça veut dire aussi la possibilité que le Red River Showdown n'ait pas lieu à 18h heure française, mais peut-être un peu plus tard. Voilà, donc à suivre, hein, on verra ça en octobre, mais voilà, c'est de petites informations qui sont bons à prendre avant le début de la saison. Et pour terminer cet épisode, on va vous parler de Twitch, car oui, nous sommes sur Twitch, nous ne sommes plus exclusivement sur YouTube. On a notre chaîne Twitch, donc c'est The Trick Play Podcast, n'hésitez pas, hein, on fait assez régulièrement des lives, on commente des matchs, et puis on a un petit programme d'avant-match l'année prochaine, Bat. Ouais, à partir je pense de la week 0, donc fin août, on se retrouvera une heure avant les matchs de 18h pour discuter un peu des previews des matchs en cours, répondre à vos questions, etc., etc. Donc on se retrouvera à 17h tous les samedis pour faire un petit point sur la saison, pour répondre à vos questions, les gros matchs de la semaine, les prospects à suivre aussi. Voilà, donc ça sera, il y aura un programme, mais les viewers sur Twitch seront bien sûr invités à réagir, à poser des questions. On sera là pour y répondre. Voilà, The Trick Play Podcast sur Twitch. Merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve très vite. Il y a les previews de la saison prochaine qui arrivent. On vous fait des gros bisous et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Salut.